La guerre de 48 s'achève par une victoire inespérée. En 1963, le vieux chef de guerre s'installe dans le désert du Negev. Une simple maisonnette où il passe son temps plongé dans ses lectures. Depuis sa mort en 1973, c'est devenu un lieu de mémoire, l'hommage d'Israël au père de la nation. Le volcan Chaiten, dans le sud du Chili, rentré en activité la semaine dernière, a connu une nouvelle éruption ce matin, incitant les autorités chiliennes à évacuer les 384 derniers habitants des alentours et à déclarer l'état d'alerte maximale. Parmi les sorties de films cette semaine, La bataille à Seattle de Stuart Townsend. À mi-chemin entre le documentaire et la fiction, le film reconstitue la mobilisation des altermondialistes au moment du sommet de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, en 1999. Thierry Stampfler. Je vais aussi décréter l'état d'urgence à Seattle. Réaliser un film spectaculaire sur un sujet aussi complexe qu'un sommet de l'Organisation mondiale du commerce. S'offrir les services de José Bové pour en assurer la promo. La police ne peut rien faire. Bataille à Seattle n'est décidément pas un film hollywoodien tout à fait comme les autres. Petit rappel des faits. Le couvre-feu décrété par le maire de Seattle hier soir vient d'être levé. Des protestataires venus du monde entier bloquent un sommet de l'OMC. À l'époque, les grands médias parlent surtout des dégâts commis par une minorité de manifestants. Présent à Seattle, José Bové lui prend vite la mesure de l'événement. C'est la première manifestation rassemblement mondial. Ça aussi, je crois que c'est quelque chose qui a frappé. Et puis donc avec une détermination dans cette action non violente de blocage. Tout le blocage des carrefours, le fait que les délégations ne puissent plus sortir de leurs hôtels, ça a été quelque chose de tout à fait étonnant. C'est ce qui fait que, eh bien, Edgar Morin, quelques jours après dans Le Monde, dit le 21e siècle est né à Seattle. C'est-à-dire que c'est l'émergence d'une conscience collective mondiale. Mais qu'est-ce qui se passe? Je refuse d'envoyer du gaz sur mes concitoyens, vous me comprenez? Je crois que malheureusement nous n'avons pas le choix. Pour faire comprendre les enjeux économiques et politiques de cet événement, le film suit une dizaine de personnages, tous interprétés par des grands noms du cinéma américain. Je voulais un film prenant avec des acteurs célèbres pour lui donner une chance d'être un succès. Car le but est vraiment qu'un maximum de gens aient accès au sujet traité ici. Ils veulent que la vérité soit cachée? On va leur montrer. Jean. Vous allez vivre la vraie bataille à Seattle en direct avec Jill. Mais putain, qu'est-ce qu'elle fout? Nom de Dieu, vas-y, coupe et reviens au studio. Qu'est-ce qu'ils foutent? Vite, Jill, tire l'antenne. Voilà. Plusieurs documentaires existent déjà sur le sommet de Seattle, mais ce film, de par son style, fait le pari d'informer en distrayant. Parmi les principaux titres que nous avons développés, la tragédie qui frappe la Birmanie, un nouveau bilan officiel fait état de 20 à 40 000 morts et des dizaines de milliers de disparus. La junte birmane au pouvoir accepte l'arrivée d'une aide internationale sous conditions. L'armure de Michel Fourniret se lézarde devant la cour d'assises des Ardennes. Le présumé tueur en série a pleuré cet après-midi, ému par le témoignage de deux de ses proches. C'est la fin de ce journal. À 20h50, le film Va, Vie et Devient. Et le soir 3, ce sera à 23h15 avec Marie Drucker. Excellente soirée. Merci. À demain. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette édition de France 3 Haute-Alsace. Nous sommes à Soppelbas, sur la base ULM Breitling. Ce n'est pas un avion, c'est un ULM. C'est beaucoup plus petit, plus léger et surtout beaucoup plus maniable. On va y revenir dans un instant. D'abord, direction Benvir. Là-bas, l'ONF développe une nouvelle activité, l'énergie. En clair, elle transforme les bois et les branchages en plaquettes de chauffage. On y va tout de suite. Depuis 2006, plus de 12 000 tonnes de troncs d'arbres ont été broyés puis transformés en plaquettes de bois par ONF Énergie, filiale de l'Office national des forêts. L'entreprise a été créée spécialement pour la production et le commerce de bois. Elle fournit chaufferie industrielle, collectivités locales et chaudières des particuliers. De plus en plus de collectivités, de particuliers ou d'industries s'équipent en chaudières automatiques à bois.
vu le prix du combustible fossile, et la demande est donc croissante d'année en année. Et pour y répondre, ONF Énergie fait appel aux services d'entrepreneurs de travaux forestiers pour les opérations d'exploitation, de déchiquetage et de transport. Ici, le broyage et la livraison du bois sont assurés par un producteur de plaquettes de bois. L'ONF Énergie amène un certain plus dans le marché, c'est du concret, quoi. Et ça donne une certaine garantie aux personnes, aux chaufferies, quoi. Car le bois ici du site de Benvir est originaire de forêts dites durables. Avec un fuel 3 fois plus cher que les plaquettes de bois, ONF Énergie a visé juste en s'implantant dans un secteur en pleine expansion. Allez, direction Ribeauvillé, c'est juste à côté. Là-bas, on a choisi de ne pas traiter la vigne avec de l'insecticide. On utilise une autre méthode, une méthode de la confusion sexuelle. Ah oui, mon beau monsieur, c'est comme ça, allez, on y va. Des phéromones plein la besace, une équipe organisée, la confusion sexuelle peut commencer. Pierre, tu fais le premier rang et il y en a un qui fait le deuxième rang tout de suite. Là. Dans ces vignes autour de Ribeauvillé, ça sent tellement la femelle que le papillon, papa du ver de la grappe, ne sait plus où donner des antennes. Pas de fécondation, pas d'œuf, pas de verre. Le raisin devrait être tranquille, le viticulteur aussi, même si l'opération a un coût élevé. Ça coûte pratiquement le double de 2 traitements avec des insecticides. Et donc oui, c'est un effort, mais c'est une volonté commune sur le banc de Ribeauvillé. On essaie de progresser et pourquoi pas par la suite passer à la confusion sur le banc complet. Il y a 12 ans, un seul grand cru bénéficiait de ce traitement de faveur. Aujourd'hui, 90 viticulteurs participent sur 220 hectares à cette opération de lutte biologique cofinancée par la ville de Ribeauvillé et l'agence de l'eau. Pour la faune et pour l'homme en premier, les insecticides sont les produits les plus nocifs. Donc en premier lieu, de ne plus les utiliser surtout autour du village permet de préserver les habitations de Ribeauvillé. Protéger aussi les consommateurs qui retrouveront d'autant moins d'éléments toxiques dans le vin. Il n'y a que les papas papillons pour s'en plaindre. C'est le printemps, les insectes sont de sortie et les jardiniers aussi. C'est en tout cas le cas dans les jardins familiaux. C'est ce que nous avons constaté autour de Mulhouse. 14 sites, 900 bénéficiaires. C'est une vraie activité, le jardinage. Ça se passe ici, en contrebas de la départementale, le bonheur sur terre, ou plus exactement sur un lopin de terre. 2 arts pour chacun des membres de l'association des jardins familiaux. Le bonheur de planter ses légumes, ses fruits, ses fleurs. Bien sûr, chacun a sa méthode. La plus courue, bêchage à la main. Mais il y a aussi les adeptes de la mécanisation. C'est mieux la bêche. Puis normalement, il faudrait le bêcher en automne, quoi. Ah, ouais. Mais le gars qui était là-dessus, là, il vient de mourir. Alors on lui nettoie pour que le jardin soit pas trop sale, quoi. L'activité principale avec le retour du soleil, c'est l'entretien des parcelles, mais aussi l'accueil des invités. Où est-ce qu'il est? Là, vers 16h30, 17h, vous avez tous les canards. Hein. Alors vous les voyez arriver en volant, là, vous entendez bloum. Il y a un héron aussi, on lui donne à manger aussi de temps en temps. Je vous dis, on a tous les animaux. Oui, le zoo qui est là, au fond du jardin. Au fond du jardin, le paradis des cerfs, là où se préparent les récoltes d'été et d'automne. De retour ici à Soplebas sur la base ULM Breitling. Nous avons suivi Jean, il a 66 ans et il est élève pilote sur ce genre d'engin, un ULM. Il nous dit que c'est facile et c'est vrai que ça en a l'air. Pour faire ça, il faut des heures de vol, c'est sûr, mais surtout, il faut un brevet. Ici, en quelques jours, il est possible de l'obtenir. La partie théorique est validée par la Direction générale de l'aviation civile. Et pour la partie vol proprement dite, c'est Émilien qui s'en occupe. L'ULM est aujourd'hui une activité tout à fait abordable. En prix de formation, on est entre 1500 et 2000 euros pour avoir un brevet. Après, à partir de là, c'est vrai que les machines coûtent très cher, mais on a des machines de location comme le Guépi et des locations de machines club qui ne coûtent pas très cher et qui va très bien. La visite de prévol est extrêmement importante. Sur ce genre d'engin, le pilote est responsable de tout, de la mécanique à la voilure. Dans l'ULM, il n'y a pas de mécano, donc chaque pilote est responsable de sa machine et doit en assurer l'état et le bon fonctionnement. Jean a 66 ans et puis surtout une folle envie de voler. L'avion, il connaît un peu. Aux commandes de ces petits engins, les sensations sont tout autres. C'est très sensible l'ULM. Ça paraît moins technique que le pilotage d'un avion classique, mais
Au niveau des sensations, on ressent beaucoup plus directement le vol. 450 kg avec le pilote et le plein de carburant, le moteur ne doit pas développer plus de 100 chevaux. La pratique de l'ULM est très réglementée. Mais cet aéronef décolle et se pose en moins de 100 mètres et presque n'importe où. Et puis en l'air, c'est du bonheur, rien que du bonheur. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve sans faute demain. Bonne soirée à tous. Pour profiter du temps qu'il fait, voici la météo avec Walligator, parc d'attractions. Bonsoir. Demain, il sera super bon en Alsace. Profitez bien. Merci à vous tous. Au revoir sur France 3. Pour profiter du temps qu'il fait, c'était la météo avec Walligator, divertissement et animation. Anniversaire aujourd'hui. Ah bon? Écoute, bon anniversaire. Et le cadeau? Il est où le cadeau? Plus belle la vie tout à l'heure sur France 3. Retrouvez Plus belle la vie sur France 3 avec Nivea. T'as remis le short. Et il cache que 5% de tes jolies gambettes. Oui, il y a seulement 5% de matière grasse dans Brie Delight. Alors là, il n'y a pas plus léger. Et vous allez m'en dire des nouvelles. Alors ça a du goût. Et 5%, on les voit même pas. Brie Delight 5%, être mince comme on aime. Parsemez de plaisir toutes vos recettes avec le râpé extra léger 6% de Brie Delight. Pour votre annonce immobilière, de particulier à particulier, ça marche. P-A-P. Tu es eau de Rochasse. Bubendorf. Pas Bubendorf. Les volets électriques, c'est sûr, c'est Bubendorf. Bubendorf, électrique ou rien. Hitch. Hitch. Arraché à celle qui lui a donné la vie. Et pour que le sacrifice ne soit pas vain, devenir quelqu'un. Le destin exceptionnel d'un enfant à la volonté farouche. Flomo, je te présente tes parents adoptifs. Si ça te fait plaisir, tu peux nous appeler papa et maman. Prix du public et prix européen au Festival de Berlin. Plusieurs parents m'ont fait savoir qu'ils se méfient des maladies venues d'Afrique. Il se porte à merveille. César du meilleur scénario original. Charmant ne bougera pas de cette école. Va, vit et devient avec Yael Abécassis et Roche Dizem, ce soir à 20h50 sur France 3. Toute la séduction du cinéma sur France 3 avec les bijoutiers joailliers de la Guilde des Orfèvres. Pour les prévisions météo, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, nous avons vu des températures très élevées sur la partie nord de la France. 25 degrés à Paris, 24 degrés en plaine d'Alsace. Pour demain, on reprend à peu près le même système avec un anticyclone au nord qui va donner un temps sec et très ensoleillé sur les régions du quart nord-est. Et puis la perturbation qui s'en va et qui laisse une trace nuageuse. Mais c'est quand même une très nette amélioration par rapport à ce que nous avions aujourd'hui. Simplement quelques cumulus qui vont traîner sur l'ouest et sur le sud. En revanche, sur les Pyrénées, un ciel un peu plus bouché avec des brouillards dans les vallées et peut-être quelques gouttes. Et puis le vent d'autant qui va se renforcer pour souffler à 70 km à l'heure. Dans l'après-midi, on va retrouver à peu près les mêmes éléments avec peut-être quelques ondées, notamment sur le relief ou dans l'intérieur de la Bretagne et des averses un peu plus nombreuses sur les Pyrénées. Elles pourraient être localement orageuses partout ailleurs. On verra de toute façon du soleil, même s'il y a quelques passages nuageux. Les températures demain matin, ça reste très doux, ça ne bouge pas. Température comprise entre 8 et 13 degrés sur
sur la moitié nord et on aura entre 7 et 14 degrés sur la moitié sud. Pour les températures de l'après-midi, eh bien ça monte encore. Ces températures estivales seront généralisées en fait avec 21 à 26 degrés sur la moitié nord et on aura entre 21 et 26 aussi sur la moitié sud. Et on remarque que pour une fois, eh bien c'est près de la Méditerranée que l'on trouvera les températures les plus basses. Pour la suite, et c'est important puisque c'est un long week-end, nous aurons donc jeudi une perturbation que l'on va voir arriver par l'ouest qui va donner de la pluie, toujours du soleil sur l'est et sur le nord avec des températures très élevées. Pour vendredi, la perturbation avance un petit peu, elle va donner des pluies un peu plus importantes sur le golfe du Lion avec un vent d'automne qui va souffler fort. On aura un dégradé avec des températures qui baissent légèrement et puis samedi, cette perturbation repart un petit peu vers l'ouest. On va retrouver un ciel voilé à l'avant. Et pour dimanche, lundi et mardi, eh bien, on aura une moitié nord sous le soleil et une moitié sud avec de l'instabilité. Mais vous le voyez, des températures supérieures à 20 degrés, que ce soit sur le nord ou sur le sud. Alors demain, nous fêterons les Giselles. Je vous souhaite une très bonne soirée avec nous sur France 3. Bonsoir. C'était les prévisions météo avec Monsieur Bricolage. Tout le sport sur France 3 avec Eurofil. Eurofil, assurance automobile en direct par téléphone et Internet. Tout le sport, c'est simple sur France 3 avec les magasins de bricolage Weldom. Bonsoir, merci d'être avec nous. Dans le jargon sportif, on appelle ça une tôle ou un carton. Les hockeyeurs français ont craqué hier face aux Suédois. C'était leur deuxième match en championnat du monde et c'est dommage car les Bleus ont fait illusion pendant une trentaine de minutes quand même. Pierre-Henri Brandet, Laurent Belay. Cristobal Huette ne peut pas toujours sauver la France. Rentré à 10 minutes de la fin du match alors que les Bleus ont déjà pris 7 buts, Huette a comme ses coéquipiers subi une équipe suédoise insolente. C'est qu'à partir du moment où on commence à prendre pénalité sur pénalité sur pénalité, ben, on se fatigue et après on leur donne plus d'espace. Une équipe comme ça avec plus d'espace, ben, c'est une avalanche de buts. 9-0 pour la Suède, la note est très sévère, mais pas forcément représentative de la physionomie du match, car les Français ont bien résisté. Durant les 28 premières minutes, soit à peu près la moitié de la rencontre, ils n'ont pas encaissé de but. Après, ils ont craqué face aux champions olympiques en titre. Dominé par la Suisse, pulvérisé par la Suède, la France n'aura pas le choix demain face au Bélarus. Physiquement, on n'était pas au niveau de la Suède parce qu'on a tenu quand même les 30 premières minutes avant de prendre un but. Donc contre la Biélorussie, il va falloir en tenir 60. C'est pour ça qu'il faut bien récupérer. Bien récupérer et surtout ne pas gamberger avant une rencontre décisive pour la qualification. Coup d'envoi de ce match coup près à 1h dans la nuit de mercredi à jeudi. En football maintenant, Grenoble a fait un vrai grand pas vers la Ligue 1 en s'imposant à Boulogne-sur-Mer hier soir, 1-0. But de Dja Djedje à la 43e minute. Les Boulonnais ont tout donné en deuxième mi-temps, mais ils n'ont rien pu faire face à la meilleure défense du championnat de Ligue 2. Ce soir, place à la Coupe de France et à la première demi-finale qui opposera Amiens au PSG. Les Parisiens devront se méfier d'un certain Fabrice Fiorez, un joueur qui a soif de revanche. Claire Vauquier-Ficot. À 32 ans, Fabrice Fiorez aura ce soir l'occasion de se qualifier pour sa 3e finale de Coupe de France. Justement face à l'équipe avec laquelle il a vécu les 2 premières et remporté une fois le trophée en 2004. C'est vrai que j'ai eu la chance de faire 2 finales et ça reste mes meilleurs souvenirs sportifs. Donc c'est sûr que cette coupe a un parfum vraiment de fête et ça serait la cerise sur le gâteau. En attendant la cerise, Fiorez a déjà eu le gâteau quand Amiens est tombé sur le PSG lors du tirage au sort. Paris, le club où il a explosé, mais où est née aussi sa mauvaise réputation. Brouillé avec Vahid Halilhodžić, il quitte le club parisien en 2004 et traîne depuis une image de joueur caractériel. Il m'a donné l'impression d'un mec droit, entier. Alors c'est peut-être ce qui lui a fait défaut un moment, mais il est comme ça et moi j'aime bien les gens comme ça parce que je suis aussi comme ça et donc le courant est bien passé. Plus que son caractère, c'est son départ pour l'OM que les supporters parisiens ne lui pardonnent pas. Quant aux Marseillais, ils n'adopteront jamais celui qu'ils considèrent comme un mercenaire. Depuis, Fiorez a fait beaucoup de chemin, du Qatar à Lorient, mais c'est serein qu'il s'apprête à retrouver son ancien public. Même s'il y en a 500 qui sifflent, il y en aura quand même 11 500 qui seront pour nous et puis pour moi. Donc non, sincèrement, ça me touche pas plus que ça.
Poussé par toute la licorne, l'attaquant amiénois et ses coéquipiers vont tout faire pour ouvrir à l'ASC les portes du Stade de France pour la deuxième fois de son histoire. Tout de suite la NBA, déjà les demi-finales de la conférence Ouest et deuxième revers de San Antonio face à la Nouvelle-Orléans. L'équipe de Tony Parker s'est inclinée 102 à 84. C'est la deuxième défaite consécutive des Spurs. Chris Paul, auteur de 30 points hier soir, est sans doute la future star de la NBA. Du cyclisme aussi avec la deuxième étape des 4 jours de Dunkerque. 179 km entre Dunkerque et Rost-Varandin. 2 Français, et oui, sur le podium. C'est Stéphane Auger qui l'a emporté devant Clément Lotellerie au terme d'une échappée de plus de 100 km. L'Allemand Sébastien Sidler finit 3e de cette première étape et non pas la deuxième. Dans le peloton aujourd'hui, il y avait notamment Sébastien Joly, le coureur de la Française des Jeux, est de retour après avoir vaincu un cancer. Le vélo en guise de thérapie, c'est le reportage de David Malarme et d'Alain Forest. Saint-Vallier au cœur de la Drôme, son église, son ciel bleu et son cycliste professionnel. Salut. Ça va Sébastien? Ça va. Si aujourd'hui tout va bien, la vie a pourtant joué un drôle de tour à Sébastien Joly. Il y a 11 mois, une tumeur cancéreuse aux testicules vient tout bouleverser. Opération, radiothérapie, repos, Sébastien met sa carrière entre parenthèses. Aujourd'hui, le mal a disparu. Le Français veut désormais redevenir coureur. Je marchais bien avant, donc je veux dire, moi ce que je veux c'est retrouver le niveau que j'avais auparavant et qu'on parle de moi parce que je marche bien. Je veux pas qu'on parle de moi parce que j'ai cette histoire-là derrière quoi. C'était en mars 2007, Sébastien Joly se révèle au grand public. 3e du prologue de Paris-Nice, 12e au final, puis victoire quelques semaines plus tard dans Paris-Camembert. C'était avant la maladie. Joly, révélation française du début de saison, se découvre une âme de leader. Au mois de juin, j'avais réussi à faire 10e du prologue du Dauphiné, une course qui me tient vraiment à cœur vu que c'est un peu, je cours un peu à la maison. Et c'est vrai que j'avais commencé un petit peu à prendre ces responsabilités-là et j'ai envie justement de les reprendre à nouveau, quoi. Avant de redevenir un coureur qui compte, Sébastien veut prendre son temps. Quelques jours de course en février, le trophée des grimpeurs dimanche dernier et les 4 jours de Dunkerque. On n'efface pas comme ça 3 mois d'inactivité complète, 6 mois hors compétition et puis la maladie quand même. La maladie, aujourd'hui disparue, mais à jamais gravée dans un coin de sa tête. Les Jeux Olympiques, J-93, j'ai bien compté. Tous les soirs, nous partons donc à la découverte de sports méconnus. Ce soir, le badminton avec une ambassadrice de charme. Et oui, reportage de Manu Roux. Cet été, à Pékin, elle sera un peu comme chez elle. Bonjour. Dans moins de 100 jours maintenant, Pyongyang, née en Chine il y a 29 ans, sera l'unique chance de médaille française en badminton. Un sport que la 6e meilleure joueuse mondiale a largement contribué à développer depuis qu'elle est naturalisée. Et même si elle vit en région parisienne depuis plus de 4 ans maintenant, Onguiane ne manquera pas de soutien cet été à Pékin, à commencer par celui de ses parents qui habitent toujours la région du Sichuan. J'aime bien la Chine, toujours. Donc je me regardais une personne à bout double, on va dire. Les côtés français et chinois aussi. Donc chinois, français, chinois, voilà. Les deux. Mais cet été, Onguiane ne sera pas la seule à faire le déplacement. Pour l'accompagner, pas moins de 3 prétendants. Erwin Kelloff, 24 ans, et Simon Monneré, 24 ans, et Brice Levadeuse, 22 ans, les plus jeunes. 3 hommes et un Paris-Pékin. Erwin, Brice et Simon se sont battus toute la saison pour arracher leur qualification. Mais à la fin, comme dans Highlander, il ne pouvait en rester qu'un à Pékin. On savait les règles dès le début et après que le meilleur gagne. Hein. Ça s'est joué à la loyale, donc il n'y aura pas de regret à avoir, quoi. On n'en vient pas souhaiter quand même la défaite du copain, si, ou un peu Non, quand même pas, quoi. Faut pas déconner. Après avoir hésité longuement, le volant a choisi son camp. Et c'est Erwin Kellhoffner qui s'est révélé le meilleur. Rendez-vous à Pékin. En tout cas, cette année, le badminton français est définitivement passé à l'heure chinoise, avec la nomination de M. Zhu Yongling pour s'occuper des meilleurs jeunes. Et c'est parfois Onguiane qui fait office de traductrice. Et la France, le niveau, il n'est pas encore dans le top. Il y a plus de chances de progresser avec les jeunes, donc ça lui motivait de l'aider le jeune pour aller vers le haut. Voilà. Le
badminton français peut donc dire merci à Ondian Pi, un as du volant qui vient pourtant de rater son permis de conduire pour la 2e fois. On ne peut pas gagner à tous les coups, mais ça va marcher la prochaine fois. Demain, nous parlerons, dites-le autour de vous, de trampoline. Excellente soirée sur la 3. On se retrouve demain, 20h10, promis. Salut. C'était Tout le sport sur France 3 avec Eurofil. Eurofil, assurance automobile en direct, par téléphone et Internet. Et avec les magasins de bricolage Weldom. Je hais ce mec, je hais ce mec, je hais ce mec. Et c'est réciproque. Plus belle la vie, tout de suite sur France 3. La route ne sera plus votre seul horizon. Citroën C4 Picasso, le Visiospace. En mai, profitez de 2200 € de prime reprise sur C4 Picasso et Grand C4 Picasso. Monospace les plus vendus en France au premier trimestre 2008. Pour Aquafresh, votre bouche est incroyable. Saviez-vous que 40% de votre surface dentaire se trouve entre vos dents, ce qui en fait une cachette idéale pour les bactéries? C'est pourquoi nous avons créé le nouveau Aquafresh Isoactive, un gel dentifrice innovant qui se transforme en une mousse active qui protège entre les dents et élimine 25% de bactéries en plus. Bien plus qu'un dentifrice. La nouvelle triple protection Aquafresh Isoactive, incroyable. Tefal invente Ingenio, des articles de cuisson avec une poignée amovible et un bouton aimanté pour empiler parfaitement les couvercles. Tefal, comment s'en passer? Plein de confidences dans ton mensuel Plus belle la vie. Colette Renard et ses passe-temps, Fabienne et ses projets, Thomas et sa vie de famille, le temps des souvenirs est de retour au Mistral et le dernier volet du concours Scooter Mio Plus belle la vie. « 84. La famine ravage l'Afrique. À 20h50 sur France 3, pour le sauver, une mère catholique fait passer son fils pour juif. Le début d'un parcours semé de coups de théâtre. À 23h25, Soir 3. De 77 à 95, Israël et les États-Unis emmènent des milliers de juifs éthiopiens en terre promise. À 23h50, Opération Moïse. Au nom de la vie et de l'espoir, ce soir sur France 3. Une soirée de toute beauté commence sur France 3. Plus belle la vie avec Nivea. Pour sauver son fils de la famine, pour qu'il trouve la terre promise, une mère va le faire passer pour juif. Va, vis et deviens tout de suite sur France 3. L'association Vapeur et Aspiration contre la poussière de tous les jours. Sélectionnez votre programme. Vaporetto, l'éco-aspirant intelligent, la force naturelle de la vapeur. Polti, innovant par nature. La gelée royale, tout le monde parle de son pouvoir nutritif extraordinaire, mais pour les cheveux secs, c'est une première. Voici Elsèvre Nutrition, la première ligne de soins à la gelée royale de L'Oréal. Une concentration de plus de 10 nutriments essentiels dans une formule qui nourrit et repulpe instantanément les cheveux les plus secs. Les cheveux sont incroyablement soyeux. Comme ressuscités. Nouvelle ligne de soins Elsèvre Nutrition de L'Oréal. Le pouvoir nutritif de la gelée royale, parce que vous le valez bien. Livret bleu du Crédit Mutuel, du bleu pour tous, une épargne pour chacun. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. Le futur, c'est Sun Green Power. Moins d'agents chimiques dans l'eau grâce à une nouvelle formule. Un emballage plus petit, toujours 100% recyclable, moins de rejet de CO2 lors de la fabrication et du transport, et toujours la garantie Sun d'un résultat parfait. Nouveau Sun tout en un Green Power. L'efficacité Sun se met au vert. Eva, je suis vraiment désolé. Allez, j'avoue, j'ai eu tort. Tu avais entièrement raison. J'avoue, j'ai eu tort. Tu avais entièrement raison.
Magnum Mini. Un autre petit plaisir à savourer encore et encore. Maintenant, je travaille, je suis jeune active, comme on dit. Alors, une banque comme vous, elle fait quoi pour moi? Eh bien, au Crédit Agricole, on a créé les bonus jeunes actifs. Des avantages adaptés à votre nouvelle vie. Et là, vous allez me dire... J'adore. Et je pense que vous allez adorer l'avance de 1000 € pour seulement 1 € de frais. Oui, ça me plaît beaucoup. Les bonus jeunes actifs, comme l'avance de 1000 € pour 1 € de frais, sont sur crédit-agricole.fr. Crédit Agricole, une relation durable, ça change la vie. N'ayez plus peur de la balance. Gerlinéa invente la gamme Phytoligne. Le pouvoir minceur des plantes bio, concentré 3 fois, pour vous aider à atteindre votre objectif minceur. Nouvelle gamme Phytoligne Gerlinéa. N'ayez plus peur de la balance. Vous voulez assister aux spectacles et aux événements sportifs aux premières loges? Rencontrer vos animateurs préférés et gagner de nombreux cadeaux? Alors devenez membre du Club France Télévisions. Sur le site leclubfrancetélévision.fr. À France Télévisions, le premier partenaire, c'est vous. Sur France Télévisions ce soir, France 2, les vacances de la diva Sarah Bernard mettent Belle-Île dans tous ses états. France 3, le bouleversant Va, Vie et Devient avec Yael Abécassis et Roche Dizem. France 4, pour les faucheurs d'âmes de Dead Like Me, la récolte est bonne. France 5, Shoah, seconde partie du film événement de Claude Lanzmann. France O, archipel à Madagascar avec des femmes prêtes à donner la vie. Ce soir sur France Télévisions, vous avez tous les choix. Dans ce monde, un homme seul, c'est rien. J'ai vu un autre monde. Quelquefois, je me dis que je l'ai seulement imaginé. Si je pars le premier, je t'attendrai là-bas, de l'autre côté des eaux obscures. Pourquoi aurais-je peur de mourir? Je t'appartiens. Alors tout droit par cette colline. Je vous ai exposé l'importance de cet objectif. Leur mission, passer du mauvais côté de la ligne. Alors à votre avis, il faut combien d'hommes? Combien de vies? Ici-bas ou ailleurs. La ligne rouge avec Sean Penn, Nick Nolte, Georges Clooney. Jeudi à 20h55 sur France 3. Retrouvez votre film sur France 3 avec cet extra de la Française des Jeux. Pour votre annonce immobilière, de particulier à particulier, ça marche. P-A-P. N'ayez plus peur de la balance. Gerlinéa invente la gamme Phytoligne. Le pouvoir minceur des plantes bio, concentré 3 fois, pour vous aider à atteindre votre objectif minceur. Nouvelle gamme Phytoligne Gerlinéa. N'ayez plus peur de la balance. Koniolok et Markanagiska, Yoyo er trofitie lak top molok. Itek bonkaglinka, itek tjokkarato, idosopotogla. Evik falafet agnarokerkem. Freket, bégot à mégot tihi. Nouvelle Peugeot 308. Essayez-la, vous comprendrez. Des Racines et des Ailes vous invite à découvrir des destinations de légende. Sur le Mékong, au Cambodge, Serge Prunier nous emmène hors des sentiers battus à bord d'un bateau traditionnel. Là, on rentre, vous voyez, dans le vrai Cambodge, le vrai de vrai. Il nous fait partager les secrets de son pays d'adoption. Rencontre authentique avec les peuples de l'eau le long d'un fleuve mythique. En Éthiopie, au royaume de la reine de Saba, nous suivons José-Marie Bell, un passionné d'art et d'histoire. C'est un lieu magique que j'adore. Citadelle fortifiée, monastère orthodoxe ou sanctuaire taillé dans le roc, il se bat pour préserver ces sites exceptionnels et uniques au monde. Voyage de légende, un document des Racines et des Ailes, c'est demain à 20h50 sur France 3. Retrouvez des Racines et des Ailes sur France 3 avec Réunica. Toute la séduction du cinéma sur France 3 avec les bijoutiers joailliers de la Guilde des Orfèvres.
Le film Va, Vie et Devient a reçu de nombreux prix, dont le prix du public et le prix européen au Festival de Berlin et le César du meilleur scénario original. C'était votre soirée cinéma sur France 3 avec les bijoutiers joailliers de la Guilde des Orfèvres. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour Soir 3. Dans votre journal, nous reviendrons longuement sur la tragédie qui frappe la Birmanie, 4 jours après le passage dévastateur du cyclone Nargis. Et puis Israël, les cérémonies de commémoration du 60e anniversaire ont débuté dès ce soir et vont se poursuivre jusqu'au jour J, jusqu'au 14 mai prochain, 14 mai 48, 14 mai 2008. Et pour en parler ce soir, notre invité est Charles Anderlin, correspondant pour France Télévisions, France 2 depuis 1981 à Jérusalem et qui publie un livre de référence. A tout de suite, restez avec nous. Ah, quelle dextérité, hein, t'as vu? Les deux mains en même temps sur des machins. Et donc là, c'est une femelle, n'est-ce pas? Elles sont plus douces, bien plus faciles à traire. Le mâle est plus agressif, frondeur. Tout à coup, l'écologie va en intéresser plus d'un. Avec la technologie Blue Motion, réduisez vos émissions et consommation. Passat Blue Motion à partir de 21 550 €. Ça y est, votre pompe à chaleur est installée. Et voici maintenant notre réserve d'énergie. C'est tout simple. Les calories présentes dans l'air extérieur sont transformées en chaleur. Bien! Et avec ça, vous avez du chauffage et de l'eau chaude toute l'année. Pas mal, hein, la réserve. Et là, il y a le plein, hein. Performance, économie, énergie renouvelable. Pompe à chaleur Daikin, le confort pour longtemps. À tous ceux qui ont goûté un jour à la saveur de l'authenticité et qui ne peuvent plus s'en passer. À tous ceux qui ont découvert la magie de la créativité et qui la cherchent en toutes choses. À tous ceux qui se sont laissés envoûter par la passion et qui aiment le goût de la vie. À tout cela, à chaque moment, carte d'or, des émotions à savourer. Vous voulez assister aux spectacles et aux événements sportifs aux premières loges? Rencontrer vos animateurs préférés et gagner de nombreux cadeaux? Alors devenez membre du Club France Télévisions. Sur le site leclubfrancetélévision.fr. À France Télévisions, le premier partenaire, c'est vous. Fini la corvée de cirer les parquets. Révolutionnaire. Cireuse express au Cédar. Prête à l'emploi, elle nettoie, cire et fait briller. Aussi beau, c'est au Cédar. Dans ce monde, un homme seul, c'est rien. J'ai vu un autre monde. Quelquefois, je me dis que je l'ai seulement imaginé. Si je pars le premier, je t'attendrai là-bas, de l'autre côté des eaux obscures. Pourquoi aurais-je peur de mourir? Je t'appartiens. Prends tout droit par cette colline. Je vous ai exposé l'importance de cet objectif. Leur mission, passer du mauvais côté de la ligne. Alors, à votre avis, il faut combien d'hommes? Combien de vies? Ici-bas ou ailleurs. La ligne rouge avec Sean Penn, Nick Nolte, Georges Clooney. Jeudi à 20h55 sur France 3. Retrouvez votre film sur France 3 avec cet extra de la Française des Jeux. Wow. Pour votre annonce immobilière, de particulier à particulier, ça marche. P-A-P. N'ayez plus peur de la balance. Nouveau, Gerlinéa invente délices minceur. L'encas riche en protéines et pauvre en sucre, idéal en période de régime. Délices minceur, c'est la solution délicieusement efficace pour mincir. Gerlinéa, n'ayez plus peur de la balance.
Rakiskan. Gagnala avec Falafurt. La poche, tite candeavonga. Bla bla, sanzerem yokanti dekalo. Yokak, angrokerem trovice lactovmolok. Freket, oh klabevevlo. Nouvelle Peugeot 308. Essayez-la, vous comprendrez. Bonne chance en regardant le tirage du Keno sur France 3 avec Ada, location de voitures et véhicules utilitaires. Bonsoir à tous. Vous savez qu'avec le Keno, vous pouvez gagner jusqu'à 1 million d'euros et même 10 fois plus grâce au multiplicateur. Alors découvrons tout de suite quel est celui de ce soir. Il s'agit du 1, vos gains restent donc inchangés si toutefois vous avez participé au multiplicateur. Et maintenant, place aux 20 numéros du Keno. Bonne chance. Je vous rappelle que ce tirage s'effectue comme toujours sous le contrôle d'un huissier de justice. Et voici les numéros gagnants. Le 56, le 11, 68, 27, 43, 29, 59, 62, 63, 39, 21, 58, le numéro 6, 55, 50, 34, 25, 54, le numéro 3 et pour finir le 35. Découvrons les deux derniers résultats de ce soir. Tout d'abord le jackpot, vous jouez pour la somme de 100 000 euros et vous êtes l'heureux gagnant si vous avez le numéro suivant, le 2. 28, 27, 91 et enfin le Joker Plus. Il s'agit du 1, 885, 990. Très bonne fin de soirée à tous sur France 3 bien sûr. C'était le tirage du Keno sur France 3 avec Ada, location de voitures et véhicules utilitaires. Des Racines et des Ailes vous invite à découvrir des destinations de légende. Sur le Mékong, au Cambodge, Serge Prunier nous emmène hors des sentiers battus à bord d'un bateau traditionnel. Là, on rentre, vous voyez, dans le vrai Cambodge. Le vrai de vrai. Il nous fait partager les secrets de son pays d'adoption. Rencontre authentique avec les peuples de l'eau le long d'un fleuve mythique. En Éthiopie, au royaume de la reine de Saba, nous suivons José-Marie Bell, un passionné d'art et d'histoire. C'est un lieu magique que j'adore. Citadelle fortifiée, monastère orthodoxe ou sanctuaire taillé dans le roc, il se bat pour préserver ces sites exceptionnels et uniques au monde. Voyage de légende, un document des Racines et des Ailes, c'est demain à 20h50 sur France 3. Retrouvez des Racines et des Ailes sur France 3 avec Réunica. Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir 3. Voici les titres de votre journal. Plus de 22 000 morts et 40 000 disparus, c'est le bilan donné par le régime birman 4 jours après le passage du cyclone Nargis. Les États-Unis, qui débloquent 3 millions de dollars d'aide d'urgence, exhortent la junte au pouvoir à accepter l'aide internationale. C'est avec les ministres et leurs conjoints que Nicolas Sarkozy fête ce soir son arrivée à l'Élysée. Il y a un an jour pour jour. Le président de la République était ce matin en visite dans le Gard. Il ne s'est pas rendu cet après-midi Salgavo, où l'attendaient des militants UMP et les cadres du parti. Muet et arrogant depuis le début de son procès, Michel Fourniret a craqué aujourd'hui. Le tueur en série présumé a pleuré lors du témoignage de 2 de ses proches. Enfin, en Israël, les cérémonies de commémoration des 60 ans de l'État ont débuté dès ce soir et vont se poursuivre jusqu'au jour J. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclamait la naissance de l'État juif. Charles Anderlin, correspondant permanent de France 2 à Jérusalem depuis 27 ans, répondra sans détour à nos questions. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous publiez un livre sur les combats clandestins des Juifs pour aboutir à l'indépendance.
3 millions de dollars. Les États-Unis débloquent donc une aide d'urgence pour venir en aide à la Birmanie. Washington accuse la junte au pouvoir de ne pas avoir protégé la population. Le régime avance ce soir le bilan de 20 à 40 000 morts après le passage dévastateur du cyclone Nargis, et les disparus se compteraient par centaines de milliers. Véronique Jean. Des rafales à plus de 200 km/h. Ces images témoignent de la violence du cyclone qui a frappé la Birmanie il y a 4 jours. L'Inde affirme avoir averti la junte de l'arrivée de Nargis. Les militaires n'auraient rien fait pour mettre la population à l'abri. Certaines régions sont totalement inondées et la quasi-totalité des habitations est détruite. Aucune image des victimes ne nous est parvenue. Les témoignages sont rares. Les survivants évoquent une vague géante et le chaos. J'ai couru toute la nuit, j'ai tout perdu, j'ai vu beaucoup de corps écrasés sous les arbres. Il y en avait trop pour les compter. J'ai vu des morts partout, des jeunes, des vieux, des enfants. J'ai senti l'odeur de la mort sur tout le trajet. Les rescapés construisent des abris de fortune là où ils le peuvent. La population tente de s'organiser. Point noir, l'eau potable, les files d'attente s'allongent pour obtenir quelques litres. Ça fait déjà 3 jours que nous sommes sans eau et sans lumière. L'aide d'urgence commence à arriver en Birmanie. Le régime militaire, incapable de porter secours aux sinistrés, a dû faire appel à la communauté internationale. Mais seule l'armée se charge de la distribution. Difficile alors de savoir si les colis parviennent bien à ceux qui en ont le plus besoin. L'association Médecins du Monde est l'une des rares présentes en Birmanie. Ces équipes sur place sont à pied d'œuvre. Sur la capitale, Rangoon, Médecins du Monde a d'ores et déjà une équipe de 60 personnes qui préalablement travaillaient sur un programme de lutte contre le sida. Compte tenu de la fermeture des frontières, nous allons mobiliser cette équipe en lui demandant d'effectuer des actes de médecine générale. Selon les Nations Unies, des centaines de milliers de personnes ont besoin d'aide. L'ONU appelle les autorités birmanes à délivrer rapidement les visas nécessaires à l'arrivée des personnels humanitaires. Christine Lagarde juge fructueux ces échanges sur l'assurance chômage avec le patronat et les syndicats cet après-midi à Bercy. Les syndicats, eux, sont loin de partager son enthousiasme. Le gouvernement veut présenter d'ici la mi-juillet un projet de loi modifiant les règles de l'indemnisation des chômeurs. L'offre dite raisonnable d'emploi, avec à la clé des sanctions pour les chômeurs qui ne donneraient pas suite à 2 offres d'emploi consécutives, est ce soir très controversée. Laurence Ragon, Nathalie Berthier. Un système plus contraignant, des règles plus strictes, Christine Lagarde a déjà posé les bases de la future convention d'assurance chômage. Première réunion de travail avec les partenaires sociaux, il y a été question de la définition de l'offre raisonnable d'emploi, pierre angulaire de la réforme. Car si un chômeur refuse 2 offres, il se verrait radier des ACDIC. On ne peut pas traiter de la même manière un cadre célibataire dans une agglomération attractive en matière d'emploi et une femme avec 3 enfants qui habite dans un coin où les moyens de transport ne sont pas, les moyens de garde d'enfants ne sont pas évidents. Des syndicats déçus. Ils estiment avoir peu de marge de manœuvre dans la négociation. Le gouvernement insiste sur les droits et les devoirs de chacun, de l'État et des chômeurs. C'est une question de justice. Parce qu'on ne comprendrait pas que, alors que l'État met des moyens sur la table, qu'il essaye d'améliorer le service public de l'emploi, on continue à accepter que certains demandeurs d'emploi, certes très minoritaires, refusent de prendre des offres d'emploi quand on les propose. En 2009, un seul mot d'ordre, trouver du travail à tout prix. La réforme prévoit qu'au bout de 3 mois d'indemnisation, on devra accepter un emploi, même avec une baisse de 5% de son salaire antérieur. Plus de 6 mois et c'est un emploi rémunéré à 80% du salaire précédent qu'on ne peut refuser, même avec 2 heures de transport en commun par jour, ce qui inquiète les chômeurs. 2 heures comme ça pour aller travailler où à Saint-Denis ou des trucs comme ça, puis revenir 4 heures de boulot pour... Non. Au bout d'1 an, le demandeur d'emploi devra encore réduire ses prétentions et accepter tout salaire au moins équivalent au montant de ses allocations chômage, sous peine de radiation. Le gouvernement souhaite que le projet de loi soit voté à l'Assemblée avant l'été. Aujourd'hui, un demandeur d'emploi sur 2 est indemnisé par l'assurance chômage.
Plus 1,5%. Le prix du gaz devrait être augmenté pour les particuliers le 1er juillet prochain. 3e hausse depuis le début de l'année qui s'explique par une augmentation des tarifs d'utilisation des canalisations pour les fournisseurs. L'an 1 de Nicolas Sarkozy pour célébrer ce premier anniversaire à l'Élysée. Le président a convié à dîner les ministres du gouvernement et leurs conjoints. Il n'est finalement pas allé Salgavo, lieu symbolique où l'UMP avait fêté sa victoire l'an dernier. Il a par ailleurs passé sa journée sur le terrain. Catherine Demanja, Mohamed Ouati. Une visite dans le Gard pour défendre l'emploi des seniors. C'est la seule apparition de Nicolas Sarkozy aujourd'hui. En ces temps moroses, pas question de célébrer avec faste ce premier anniversaire. Il préfère donner l'image d'un président au travail et il ne s'épanche pas sur son bilan. Moi, mon travail, c'est d'agir. Donc, je n'ai pas à faire la propre commentaire de ce que j'ai fait. Dans la démocratie, chacun peut avoir une idée, se faire une idée. Moi, j'ai à continuer à travailler, à obtenir des résultats, à réformer le pays. Fin d'après-midi à Paris, l'UMP a fait les choses en grand. Salgavo, là où il y a tout juste un an, Nicolas Sarkozy avait prononcé son premier discours de président élu. Tout le gouvernement est au rendez-vous pour commémorer l'événement et défendre le bilan. Bon anniversaire, Monsieur le Président de la République. L'immobilisme nous est interdit, l'immobilisme c'est le conservatisme et l'immobilisme, il rime avec le socialisme. Mais les militants attendent le président. Viendra, viendra pas. Le suspense est levé au dernier moment. Il vient de me faire savoir qu'il ne peut malheureusement pas être avec nous, qu'il pense à vous tous qui avez fait le déplacement qui êtes là. Grosse déception chez les militants, la fête est gâchée, malgré les explications des responsables du parti. Je suis déçu parce que je pense que c'était un anniversaire et qu'il aurait été agréable de pouvoir le voir comme on l'a vu pendant toute la campagne, parce qu'on a suivi toute sa campagne. Il est évident qu'il est le président de tous les Français. Et on ne peut pas se l'accaparer. Le parti a un lien affectif avec Nicolas. Alors quand Nicolas n'est pas là, il y a un peu de langueur, mais au fond, les gens le comprennent bien. Donc il a la charge de tous les Français. Pour marquer le coup quand même, Nicolas Sarkozy a convié à dîner à l'Élysée ministres et conjoints. Mais pas de caméra, décidément, un premier anniversaire très discret. Les lycéens tentent de maintenir la pression une nouvelle fois mobilisés dans la rue aujourd'hui contre les suppressions de postes en attendant le 15 mai, journée de grève dans l'éducation. Mais il y avait finalement peu de monde dans les cortèges, moins de 15 000 personnes au total, Paris et province. Les larmes de Michel Fourniret, une émotion inattendue pour le tueur en série présumé, muet et arrogant depuis le début de son procès. Ce sont les témoignages de 2 de ses proches qui ont, semble-t-il, fait craquer l'accusé. Sur place, Philippe Castel, Gaëlan Doltz. Il a 78 ans et a changé de nom. C'est le frère de Michel Fourniret, son frère aîné qui s'est un petit peu substitué à son père. Il est venu parler de Michel, pas le monstre que l'on connaît, mais le bon, qui a existé aussi, paraît-il. Il a parlé de Dr Jekyll et de Mr Hyde, il a parlé d'Homme Panthère, il a parlé de Michel Blanc et de Michel Noir, c'est aucune référence bien sûr aux personnes que l'on connaît, mais ce contraste total entre le Michel Fourniret qu'il connaît et celui qui est dans le box aujourd'hui. Il a parlé du moment où les 2 personnalités de Michel Fourniret feront leur jonction, en disant clairement qu'à ce moment-là, ça sera soit le suicide, soit la folie. Le frère s'est ensuite retourné vers les familles et leur a dit « Je préfère être à ma place qu'à la vôtre. Si un jour l'un de vous a besoin de moi, je serai toujours là. » Venant de cette personne, en fait c'est le premier témoin qui se tourne vers nous pour un peu nous exprimer un peu eh bien, sa compassion. Quoi. Et certains d'entre vous lui ont même dit merci. Oui, effectivement j'ai entendu ça. Et il y a même une dame qui pleurait. Le frère de Michel Fourniret s'est enfin dit prisonnier des sentiments qu'il conserve pour son frère et de la haine qu'il a pour l'assassin. Un assassin qui, selon lui, ne le serait jamais devenu sans Monique Olivier. Il dit d'une certaine manière, c'est l'allumette. C'est celle qui va permettre à celui qui n'avait été jusqu'ici qu'un pédophile, qui avait commis un certain nombre de faits, effectivement, de devenir un assassin, parce qu'il a besoin d'elle, de son silence, de sa présence, de sa complicité, pour passer à l'acte. Après le frère de Michel Fourniret, c'est la fille de son premier patron qui s'est avancée à la barre. Elle a demandé à pouvoir parler à Michel Fourniret et lui a dit, les yeux dans les yeux, « Michel, je t'en supplie, dis-leur la vérité. » Fourniret, dans son box, a serré les poings, les larmes lui sont montées aux yeux
Il l'a sangloté, puis il a dit « Je te jure qu'il n'y a pas de crime que j'ai commis qui ne soit aujourd'hui connu. » Pour la deuxième fois, Interpol lance un appel à témoins international pour retrouver un homme accusé de pédophilie. Sur son site, l'organisation publie des photos d'un homme qui, sur des centaines de clichés, abuse sexuellement de garçons âgés de 6-7 ans. Les faits remontent au début des années 2000. 60 ans, Israël a donné ce soir le coup d'envoi des cérémonies de commémoration de sa création. Dans ce cadre, par mesure de sécurité, l'armée israélienne a annoncé le bouclage pour 72 heures de la Cisjordanie. C'est la fête en Israël, mais côté palestinien, c'est le jour de la Nakba, la catastrophe. Un peu plus tôt, autre célébration, celle du jour du souvenir consacré aux soldats et civils tués lors des conflits ou des attentats depuis le 14 mai 1948. 14 mai 1948, c'est ce jour-là, depuis Tel Aviv, que David Ben Gourion proclamait la naissance de l'État d'Israël. Il en devint alors le premier Premier ministre. Serge Kovacs, Marc Savino. 14 mai 1948. Dans une salle du musée de Tel Aviv, un petit homme aux cheveux blancs va bouleverser l'histoire du peuple juif. Il s'appelle David Ben Gourion et c'est lui qui proclame l'indépendance de l'État d'Israël. Le peuple juif a vu le jour en terre d'Israël et c'est sur cette terre que s'est forgée son identité spirituelle, religieuse et politique. Ben Gourion, un visionnaire. Dès 1906, il arrive en Palestine à l'âge de 20 ans. Ce jeune juif polonais a grandi dans l'idéal sioniste, mais c'est d'abord un socialiste. Il rêve d'un État juif sur le modèle de la révolution soviétique. Il portait la roubachka comme Lénine, il aspirait Lénine d'ailleurs, au début. Il avait même dit, quand la révolution aura lieu en Israël, dans les années 20, c'est moi qui porterai le drapeau rouge. La Palestine est alors sous mandat britannique. Les Anglais se heurtent à deux nationalismes. Les Juifs, à qui ils ont promis un foyer national. Les Arabes, à qui ils ont promis l'indépendance. Première manifestation, premières émeutes, les Britanniques sont dépassés. Ben Gourion crée une milice d'autodéfense, la Haganah. Ben Gourion est un faucon sur le plan de la sécurité, des relations avec nos voisins. Il croyait que nous devons présenter une position très dure, et pour lui, tout se conteste la sécurité d'Israël. Le drame palestinien continue. Une fois encore, un navire chargé d'immigrants juifs qui prétendait pénétrer frauduleusement en terre promise a été arraisonné à Haïfa par les autorités britanniques. Ben Gourion passe à l'offensive contre les troupes britanniques. Son rival, Menachem Begin, multiplie les attentats. Le chef de l'Irgun fait sauter l'hôtel King David, QG des forces britanniques. Un carnage. Ben Gourion traitera les extrémistes juifs comme des ennemis. Begin et ses hommes pensaient que par le terrorisme contre les Britanniques, ils vont les chasser. C'est des foutaises. C'est l'ONU qui décide du départ des Britanniques en votant un plan de partage de la Palestine. Un État juif et un État arabe côte à côte. Les Juifs acceptent, les Arabes rejettent tout compromis. Pour Ben Gourion, l'heure de l'indépendance approche. La guerre devient inévitable. Il a convoqué tous les commandants de l'armée et le chef d'état-major. Il leur a demandé quelles sont nos chances de gagner la guerre. On lui a répondu 55 ans. La guerre de 48 s'achève par une victoire inespérée. En 1963, le vieux chef de guerre s'installe dans le désert du Negev. Une simple maisonnette où il passe son temps plongé dans ses lectures. Depuis sa mort en 1973, c'est devenu un lieu de mémoire, l'hommage d'Israël au père de la nation.
Et sans détour, Charles Anderlin répond ce soir à nos questions. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Les téléspectateurs de France Télévisions vous connaissent bien puisque vous êtes le correspondant permanent de France 2 à Jérusalem depuis 1981. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages de référence. Voici le dernier, Par le feu et par le sang, le combat clandestin pour l'indépendance d'Israël, 1936-1948, qui vient de paraître chez Albin Michel. Ben Gourion, considéré comme le père fondateur d'Israël, sans lui, qu'est-ce qui se serait passé ? Il y aurait eu tôt ou tard l'État, peut-être pas dans ces conditions. Ben Gourion était persuadé, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, que l'État était en route, que ça allait se passer. Il savait d'abord qu'il y aurait également la guerre. Dès 1945, il demande à de riches millionnaires juifs américains déjà de commencer à financer une gigantesque opération d'achat d'armes pour la future armée israélienne. C'est extraordinaire. Personne à l'époque ne pense même que les Britanniques ne vont partir. Lui sait déjà qu'il risque d'y avoir une guerre face aux Arabes. Il sait qu'il dispose des combattants juifs. D'abord la Haganah, la milice travailliste, avec ses unités de choc, le Palmar. Il y a tous les soldats juifs de Palestine qui ont servi dans l'armée britannique, qui combattent encore au début 45 en Allemagne. Et puis il y a la brigade juive. Donc il sait qu'il a les hommes, mais il lui manque les armes, il a confiance, il est persuadé que ça se fera, et c'est la vision de Ben Gourion, elle se réalise. Alors ce qui est extraordinaire, et ce que vous décrivez très bien dans votre ouvrage, c'est que beaucoup de ceux qui ont fait l'histoire d'Israël étaient responsables, je schématise, de mouvements clandestins violents et souvent opposés les uns aux autres. Les choses ne sont pas toujours très bien passées. Par exemple, il y avait le mouvement qui était beaucoup plus à droite, qui était l'Irgun, dirigé par un certain David Raziel en 1939. Et au moment où éclate la Seconde Guerre mondiale, un grand débat interne, qu'est-ce qu'on fait? Et quel est le véritable ennemi? Est-ce les Britanniques, l'occupant, qui empêche l'immigration juive en Palestine et donc empêche à des Juifs d'échapper aux nazis en Europe de l'Est, en Europe? Et est-ce qu'il faut continuer de combattre les Britanniques ou est-ce qu'on devient leurs alliés? Et puis alors l'Irgun se scinde. Une partie, effectivement, va collaborer avec les Britanniques jusqu'à l'arrivée de Menachem Begin en Palestine et qui relancera le combat. Une autre partie de ce groupe se dirigera vers une alliance avec les Allemands, ce qui ne se fera pas. Vous me disiez tout à l'heure hors antenne que depuis les années 2000, Israël a beaucoup changé. Vous êtes sur place depuis 1981. Qu'est-ce qui a changé en 27 ans? Qu'est-ce que vous avez observé toutes ces années? Eh bien, écoutez, prenons par l'exemple de ces dirigeants qui ont fait l'État, de Ben Gourion qui vivait, par exemple, dans une petite maison dans un kibbutz. Menachem Begin, que j'ai connu, vivait jusqu'à ce qu'il devienne Premier ministre dans un petit 3 pièces à Tel Aviv. Même chose pour Yitzhak Shamir, un ancien chef du groupe Stern. Eh bien, aujourd'hui, les dirigeants vivent d'une manière beaucoup plus luxueuse. Monsieur Netanyahou a une villa à Césarée avec piscine. Ehud Barak vit dans un gratte-ciel à Tel Aviv pour millionnaires. Les dirigeants du pays sont aujourd'hui totalement différents. Et s'il y a des critiques à faire, je crois que c'est un manque de vision. Toute dernière question, le processus de paix, où en sommes-nous précisément aujourd'hui? C'est l'impasse. Ne croyez aucune information qui vous vienne des bureaux de M. Olmert. Il subit un interrogatoire, il essaye de changer de sujet. On va très probablement vers une crise politique extrêmement grave en Israël et il semble que l'on va également vers un blocage du processus de paix, des négociations entre M. Olmert et puis Mahmoud Abbas, le président palestinien. Merci beaucoup Charles Anderlin d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Merci. Football et cette victoire ce soir du Paris Saint-Germain en demi-finale de la Coupe de France. 1-0 face à Amiens. C'est Didier Chaumont qui nous résume la rencontre. Des joueurs parisiens obligés de se cacher le visage, incommodés par des gaz lacrymogènes venus de l'extérieur. Bien triste football. La fête s'arrête après 30 minutes de jeu à cause de supporters qui tentent de franchir les barrages de police sans billets. Le PSG décidément condamné à souffrir pour arracher sa qualification face à Amiens. Le Brésilien Souza va pourtant y mettre tout son cœur, mais sans succès. Seconde tentative du joueur parisien, il faudra une intervention musclée de Benvenu, le gardien d'Amiens, pour sauver sur le fil son équipe. En seconde période, les Picards ne se laissent pas impressionner. Ils vont même mettre la pression sur les Parisiens avec cette frappe magnifique de Buron qui cherche la lucarne d'Alonso. Le ballon passe juste à côté.
Mais le réalisme parisien ne laissera aucune chance aux joueurs d'Amiens sur cet exploit personnel de Yannick Boli. Le joueur parisien efface toute la défense adverse avant d'ouvrir le score 1-0. Le PSG prend l'avantage. Amiens veut encore y croire jusque dans les arrêts de jeu. Sur ce corner de Giresse, Fiorez tente sa chance, mais son rêve s'évanouit avec cet arrêt superbe d'Alonso. Le PSG se qualifie pour sa 10e finale de Coupe de France. La bataille des radios libres 1977-1981, c'est le choix de Soir 3, notre rubrique préparée par Olivier Leclanche. C'est le fruit de l'enquête très documentée de Thierry Lefebvre sur la libération des ondes radio à la fin des années 70, de 10 000 à 100 000 francs jusqu'à 1 an de prison. C'est ce qu'il pouvait en coûter de se faire prendre à émettre clandestinement sur la bande FM. Ils étaient pourtant nombreux à se lancer dans la bataille, anciens de 68, écolos, avocats, journalistes, syndicalistes, hommes politiques, ou tout simplement passionnés de technique, de piratage en brouillage jusqu'à la légalisation. 400 pages pour raconter la fin d'un monopole, livre passionnant édité par l'INA et Nouveau Monde. Voilà pour l'essentiel. Demain, le 12-13 vous sera présenté par Stéphane Lippert. Tout de suite, Opération Moïse. À demain, 22h50. Merci. De 77 à 85, Israël invite les Juifs éthiopiens afin qu'ils évitent famine et mort. Opération Moïse, la dernière chance, tout de suite sur France 3. Sous les cendres du volcan, une petite île vit au rythme des soubresauts du géant qui crache. Des images spectaculaires d'un caillou de Mélanésie où s'accroche un village qui ne veut pas déménager. Et puis Thalassa vous embarque au Chili où les élevages intensifs de saumon sont sur le banc des accusés. Trop polluantes, les fermes vont partir vers des zones encore plus sauvages. Un permis de polluer plus loin. Enfin, sur la côte ouest de l'Inde, une silhouette familière attend sa destruction. Le paquebot France vit ses derniers moments, un enterrement en catimini, sans fleurs ni couronne. Thalassa, c'est vendredi à 20h50 sur France 3. Retrouvez Thalassa sur France 3 avec Corem, complément retraite mutualiste. Bubendorf. Pas Bubendorf. Les volets électriques, c'est sûr, c'est Bubendorf. Bubendorf, électrique ou rien. Un événement France Télévisions. Le 14 mai 1948, il y a 60 ans, un nouvel État apparaît sur la carte du monde, Israël. Pour les Juifs, le rêve de la terre promise devient une réalité. Mais dès les premiers jours, Israël est un État en guerre, menacé par les pays arabes qui l'entourent. Conflit après conflit, le rêve se fane. Droit d'inventaire revient sur cette histoire unique. Une épopée faite de larmes, de joie et de fureur qui a bouleversé l'équilibre du monde. Israël, quand le rêve fait l'histoire. Comme tous les mois, avec la complicité de Max Gallo. Droit d'inventaire, mercredi 14 mai à 20h50. France 3, une chaîne du groupe France Télévisions.